avec des populations en minorité. Donc, nous, on a dans nos salles de classe, dans nos écoles, mes enfants fréquentent des écoles de langue française, mais il y a à peu près entre 65 à 75% des enfants qui, alors qu'ils arrivent à l'école en maternelle, ne parlent pas français ou parlent très peu le français. Donc, nos réalités sont très, très, très semblables. Et puis, c'est ce qui me donne mon énergie puis la passion de faire ce que je fais. Donc, on a quand même suffisamment de matière à couvrir ce matin. J'ai aucun doute qu'on va pouvoir passer à travers. Puis, dans le fond, s'il y a des choses qu'on doit laisser de côté un petit peu ou passer un peu plus rapidement pour aller directement vers les éléments qui vous intéressent le plus, tout est possible. Je fais un petit mea culpa. Je ne suis pas une liseuse de diapos, mais des fois, si je trouve qu'il y a de l'information importante à partager, je vous la place en diapo. Cela étant dit, vous allez avoir les diapositives. Je les ai envoyées à Carla ce matin. Donc, si jamais vous trouvez que je les passe un peu rapidement, c'est vraiment parce que je sais que je vous ai raconté l'essentiel de l'histoire, parce que c'est ce que je fais, et puis que vous allez pouvoir retrouver là, les données, puis disons, tout ce qui soutient ce que j'avance puis ce que je dis. Donc, sans plus tarder, je vais partager pas mon écran, mais dans Teams, je suis toujours un petit peu maladroite. Donc, permettez-moi de m'assurer que je vais pouvoir activer mes diapos si je partage seulement la présentation PowerPoint. Et vous allez me dire ce que vous voyez. Donc, ici, je vais tout simplement changer mon... Voilà. Donc, si j'active la diapo, est-ce que vous voyez la diapo sur votre grand écran? Oui, c'est beau. C'est parfait. Bon, là, je vous avoue que j'ai un tout petit, vous savez comment ça fonctionne, là, un tout petit rectangle. Je ne vous vois pas tous. Si quelqu'un lève la main, si quelqu'un veut que j'arrête, si j'ai besoin d'éclaircir quelque chose, n'hésitez pas à appuyer sur votre micro et à m'interrompre. Je sais qu'on est ensemble jusqu'à environ 10h30 ce matin. J'aimerais laisser du temps pour des questions. Je sais que vous êtes nombreux, mais ce que je dis, c'est que si jamais on ne se rendait pas à toutes vos questions ou bien à entendre vos réactions, vous allez avoir mes coordonnées, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Ou encore, il y a probablement des questions auxquelles on va répondre dans l'atelier qui aura lieu là, à la suite là, quand on va parler des différents types de livres. Donc, bon matin, bonne journée pédagogique où vous allez, j'espère, vous ressourcer puis être réseauté avec vos collègues. Je ne lis pas, je vous dis que dans la formation ce matin, on a de la matière. Donc, sans plus tarder, j'avance. La question qu'on me pose le plus de ce temps-là, c'est c'est quoi la différence entre la littératie équilibrée, balanced literacy, puis la littératie structurée? Puis au fond, c'était pas mal intentionné au départ, mais quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on œuvre avec les connaissances qu'on a. Mais la littératie équilibrée, ça se définit plutôt par une philosophie qui se dit, bien, on va aller, par exemple, chercher un livre, puis plus on expose l'élève à des activités en lecture, plus on l'aide on travaille la compréhension, puis bien sûr, ça c'est super important, je vais en parler, que le code. Donc, quand je dis le code, je veux bel et bien dire là, de savoir lire, de pouvoir comprendre quand est-ce que j'utilise le c'est dur ou le c'est doux, dans quel contexte. Donc, on avait pensé qu'en en exposant les enfants à des activités très naturelles, que ça allait se faire un petit peu comme par osmose, puis finalement, les seuls élèves pour qui ça ne se passerait pas comme ça, c'est vraiment juste les élèves en difficulté. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on n'a pas d'éléments explicites pour expliquer les règles du code, ça peut tomber un petit peu en morceaux, autant pour des élèves qui ne sont pas des élèves en difficulté à proprement parler, mais juste des élèves pour lesquels c'est peut-être pas leur langue maternelle ou c'est peut-être pas disons, leur activité préférée là, de lire ou de parler des mots, puis ils ne voient pas nécessairement toutes les relations. Donc, je vais vous partager les éléments les composantes d'une programmation qui est axée sur la littératie structurée. J'aime plus parler d'enseignement explicite
des éléments en lecture, tout simplement parce que ça se peut que dans 10 ans, on utilise un autre titre que de la littératie structurée, puis là, on va se dire, bon, ben, on pense que c'est autre chose. Mais dans le fond, ça fait longtemps qu'on sait que c'est la littératie structurée ou un tel modèle qui est vraiment l'élément clé. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est dans la formation des enseignants que la formule repose. Ce n'est pas nécessairement dans un programme, même si des bons programmes puis du matériel, ça peut nous faciliter la vie. Puis ça, on va en parler dans la deuxième partie de la formation. Donc, la littératie structurée, c'est explicite, c'est systématique, hein, on fait en jardin ce qu'on sait qui va préparer l'élève pour la première année et ainsi de suite, parce que c'est cumulatif ce qu'on va enseigner puisque l'élève va apprendre. Okay? Donc, on se fie à tous les sens de l'élève, puis on n'ignore pas le fait que peut-être que sa langue dominante, ce n'est pas la langue d'instruction. Hein? Pour certains d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous, j'imagine, le français, c'est leur langue seconde. C'est leur langue seconde. Donc, le matériel qu'on va présenter dans une langue seconde, souvent, on va devoir le rattacher à leur langue dominante parce que c'est comme ça qu'on apprend les langues à partir du moment où on a vraiment une langue qui est établie. Donc, dans la littératie équilibrée, on parlait de niveau de lecture, on parlait de niveau alphabétique, on parlait de niveau de l'élève. Ça aussi, je vais y revenir beaucoup plus dans la deuxième partie de l'atelier. Encore une fois, je ne lis pas, mais je vous dis que ce que je présente aujourd'hui, c'est vraiment, ça s'inscrit dans les pratiques réussies qui ont été prouvées, qui ont été démontrées par de nombreux chercheurs qui disent que dès qu'on intègre à notre enseignement un élément, pas un élément, mais des éléments qui se tiennent, qui sont systématiques, qui expliquent le code de manière très structurée. Toutes les études que j'ai placées en liste au bas indiquent que le pourcentage d'élèves... Oui? Excusez-moi, Michel. Oui? Êtes-vous capable de partager ta présentation? Bien, je l'ai fait. Vous la voyez? Voilà. Oui, donc en mode de présentation également. Mais, OK. Donc, dans Teams, là, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai partagé la présentation, mais c'est plate parce que, étant donné que la langue n'est peut-être pas le français, tout est souligné. Moi, là, j'ai activé ma présentation dans Teams et puis je l'ai lancé. J'ai lancé le diaporama après. Est-ce que j'aurais dû lancer le diaporama avant? On le voit maintenant. On le voit maintenant, ça marche. Oui. Merci. Okay, vous le voyez, mais je ne peux pas vous le partager dans le mode présentation. Est-ce que là, maintenant, vous le voyez encore en mode présentation? Ou est-ce que vous voyez toutes mes diapos encore? Ce n'est pas le mode la mode de présentation. Donc, en bas, je crois qu'il y a un petit bouton à côté du voit où le bouton pour minimiser. Il y a comme un écran. Si on clique en bas, en bas. Net. Il faut que je vous à agrandisse. gauche. Donc, vous voyez, moi... On voit les diapos, mais ce n'est pas dans le mode de présentation, excuse. Voilà. Oui, si tu cliques. OK, mais là, est-ce que vous le voyez en mode de présentation? Non. Tu vois, quand je clique sur le mode de présentation, ça ne me permet pas de le partager. Puis, ce n'est pas la première fois que j'ai eu ce problème-là. Laissez-moi tenter de régler ça. Sinon, écoute, je me garderai dans le mode de PowerPoint, ça ne m'embête pas, mais c'est juste moins le fun. Donc, allons voir si je présente ici, mais non, finalement, c'est parce que quand je le mets dans le mode présentation, mes options pour Teams disparaissent. Donc, à voir, c'est ouvrir le bac de partage, une fenêtre, peut-être, si je faisais la fenêtre, là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ma présentation? Non. Non. C'est pas la première fois que j'ai ce problème-là. Puis je pense qu'on n'a pas réussi. Si je partage mon écran au complet, oui, ça va peut-être fonctionner. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais placer mon téléphone en mode avion pour ne pas avoir comme plein de textos qui entrent. Maintenant, vous allez me dire si vous pouvez voir ma diapo. Est-ce que là, ça marche? Okay. Ça marche. Parfait. C'est parfait. C'est parfait. Donc, voilà. Je reprends juste pour vous montrer là, un petit peu ce que moi, je voyais. Donc, vous allez avoir quand même une récapitulation des éléments que j'ai présentés. Puis, on est rendu là. Donc, dès la première année, alors que
avant qu'on intègre des éléments de littératie structurée à notre enseignement, on voyait qu'il pouvait y avoir un grand nombre d'élèves qui ne réussissaient pas au moins au 30e rang centile en lecture. Puis après qu'on a décidé d'installer un curriculum qui était fondé justement sur les principes de la littératie structurée, vous voyez en bas qu'on a des taux de réussite en lecture d'au-delà de 93 allant jusqu'à 96 %, ce qui correspond vraiment aux données d'identification, si on veut, des élèves qui sont en difficulté de la lecture, mais pour lesquels là, la réponse à l'intervention ne fonctionne pas. Donc, quand on entend des enseignants dire « j'ai 30 ou 60 de ma classe qui ne réussit pas à tel niveau ou qui n'atteint pas la norme », bien, moi, je suis là pour vous dire, si 60 de vos élèves n'atteignent pas la norme, c'est que la norme ne représente pas ce que vos élèves sont capables de faire. Ça veut dire que c'est peut-être pas les élèves le problème. Donc, si on en a 60 qui sont en difficulté ou qui ont besoin de soutien, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment étayé les tâches pour représenter leurs besoins. Donc, c'est un diagramme que vous avez certainement vu à différents endroits, dans différentes formes. Mais ici, c'est vraiment pour vous expliquer que une autre question qu'on me pose, c'est bien, quand on a des études en anglais, comment est-ce qu'on peut se fier à ces mêmes conseils-là en français? Puis je vous assure que les taux de la prévalence de la population, si on veut, qui est aux prises avec des troubles de la lecture ou de l'écriture, sont très semblables parce que les deux langues, donc l'anglais et le français, ce sont des langues qui ont la même typologie. C'est des langues alphabétiques, c'est des langues qui ont des morphèmes, c'est des langues qui ont des mots qui se ressemblent beaucoup. Et puis, c'est un code qui n'est pas transparent. On va y revenir tantôt. Donc, tout ça pour dire que, oui, effectivement, on peut se fier à d'autres données qui sont disponibles dans d'autres langues pour tenter de comprendre un petit peu plus notre population. Et puis, qu'on soit en français ou en anglais, l'important, c'est de travailler dans la langue dominante de l'élève, mais de lui fournir un soutien certainement dans sa langue de scolarisation ou en français. Il y a beaucoup d'informations qui vont être transférées d'une langue à l'autre, puis ça aussi, on va en parler dans quelques minutes. Donc, ce que je vais faire avec vous ce matin, c'est, je raconte un petit peu l'analogie du phare. Donc, le phare, il est là pour prévenir des naufrages, prévenir des accidents, prévenir les bateaux de lutter des rochers qui ne sont peut-être pas visibles la nuit surtout. Mais quand on a les éléments essentiels qui vont cibler des compétences, qui vont traverser le curriculum scolaire, puis qui vont traverser même toutes les matières, c'est possible jusqu'à un certain point de prévenir des difficultés qui ne sont pas de l'ordre neurologique. On entend par là des gens qui vont avoir un diagnostic de dyslexie, dysorthographie, pour lesquels il y a vraiment, c'est le fonctionnement du cerveau qui ne permet pas facilement de transposer le code. Donc, on va parler pendant un moment des habiletés de prélittératie. On entend des sons, on va jouer avec des syllabes, on va éventuellement apprendre que pour chaque son, il y a une lettre. On va apprendre à déchiffrer, decoding, deciphering. On va apprendre à épeler, spelling. On va prêter une attention très, très particulière à la forme des mots. Puis je ne veux pas dire la forme géométrique, j'y reviens tantôt, mais plutôt ce qu'on appelle la correspondance phonème-graphème, donc ce que j'entends pour l'écrire, ou graphème-phonème, ce que je vois pour le dire. Puis tout ça, c'est nécessaire pour être capable de travailler la fluence ou la fluidité en lecture, puis de s'améliorer à pouvoir lire de manière naturelle et aisée, puis à pouvoir épeler pour éventuellement écrire des mots. Mais pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait une composante où on parle du sens, donc de la sémantique, de la morphologie ou de la syntaxe. Il n'y a pas de lecture qui a eu lieu si l'élève ou la personne n'a pas compris ce qu'il ou elle a lu. Donc ça, c'est le but ultime. Puis on va y revenir avec les différentes formules également, mais ça comprend des étapes différentes à différents moments de la vie de l'élève. Plus l'enfant est jeune, plus les textes qu'on présente vont être transparents, décodables avec des mots simples. Puis graduellement, on va progresser vers des textes qui, ce n'est pas nécessairement les mots sur la page qui nous donnent un sens. Des fois, il faut lire entre les lignes, il y a des inférences. Des fois, il va falloir qu'on se questionne ou qu'on utilise toutes nos connaissances
pour être capable d'interpréter le message. Puis c'est vrai aussi pour rédiger des textes. Puis, tout ça, à l'intérieur de ça, il y a un fil conducteur, puis c'est les habiletés métalinguistiques et métalinguistiques qu'on va avoir développées au niveau préscolaire, maternelle, jardin, première, deuxième. Si on développe de bonnes habiletés à ce niveau-là, le reste s'annonce bien parce qu'on va être capable de comprendre le code davantage. Puis plus on a de langues, surtout lorsqu'elles se ressemblent, il y a deux choses qui arrivent. Plus c'est facile de faire le transfert de connaissances, plus c'est facile aussi de se tromper quand on veut écrire certains mots. Donc, il ne faut pas être doublement sévère avec nos élèves bilingues ou trilingues ou multilingues. Je suis reconnaissante qu'il y a peut-être des élèves dans vos écoles pour lesquels c'est ni le français ni l'anglais qui est leur langue usuelle. Et puis, on pourra trouver un moment pour s'en parler si jamais ça vous intéressait ou si c'est un besoin que vous avez chez vous. Puis tout ça pour dire qu'on n'a jamais terminé. Ce sont des découvertes qui se poursuivent sur la vie durant, mais qui dépendent de nos capacités d'apprentissage, de nos fonctions exécutives et de notre motivation. Puis ce matin, on va toucher à tous les éléments. L'idée, c'est vraiment d'optimiser le potentiel de réussite de l'apprenant. Puis j'ai une citation qui a comme changé ma vie un tout petit peu parce qu'il y a un grand débat entre, ben non, si on part d'un livre jeunesse, on peut tout faire ce qu'on a besoin de faire pour que l'élève soit en mesure de réussir au niveau de la lecture du code. Puis il y a d'autres camps qui disent non, c'est pas vrai. Puis moi, je vous dis que c'est vraiment une approche entre les deux. Je suis ce genre de chercheur-là, c'est rarement polarisé. On va aller chercher le meilleur de ce qu'il y a dans les approches. Donc, Torgerson lui dit qu'il n'existe aucune stratégie qui est puissante au point où elle permet au lecteur de compenser son manque d'habileté à décoder les mots. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas deviner, on doit actuellement décoder tous les mots, même les mots sight words. Ce n'est pas vraiment des sight words, c'est que vous les avez vus tellement souvent que vous avez reconnu le code de manière comme instantanée ou presque. Mais c'est le code pareil. OK? Il n'y a pas un chercheur au monde qui va dire il y avait tellement de bonnes habiletés de compréhension que c'était même pas nécessaire de lire les mots sur la page. N'est-ce pas? Donc, c'est pas suffisant de travailler la compréhension, même si c'est archi important. OK? Puis je vais vous dire à quel pourcentage tantôt. Donc, les caractéristiques d'une approche qui est fondée sur la science, ça inclut un enseignement explicite avec une le code. Le code, c'est un système. C'est rien de plus, ça s'apprend. On doit considérer ce qui est le plus simple avant d'enseigner ce qui est le plus difficile. C'est séquentiel, mais pas linéaire. Quelqu'un qui vous dit on commence à la leçon 1 puis on finit à la leçon 55 va manquer peut-être d'expliciter certaines choses parce que la langue n'a pas été construite de cette façon-là. On apprend une chose, ça nous ouvre les yeux sur plein de compétences, mais il va y avoir d'autres éléments qui vont se recouper aussi. Donc, les progressions des apprentissages, de scope and sequence, c'est super, super important. Toutes les compétences qu'on enseigne, ça construit les savoirs, donc c'est progressif. En troisième année, ça dépend, la réussite de l'élève va dépendre de ce qui a été enseigné en deuxième, en première et au jardin. Puis ça va mettre la table pour ce qui s'en vient. Bien sûr, ça dure toute la scolarité, puis on n'a même pas terminé. Moi, je fais des études, sans entrer dans les détails, je fais des études qui progressent jusqu'à l'âge adulte, puis on n'a jamais fini d'apprendre. Puis j'ai toujours une raison de continuer à parfaire ma connaissance de la langue. On doit considérer l'élément multilinguistique de l'élève. On doit considérer le milieu dans lequel on vit. C'est pas pareil d'apprendre le français dans un milieu où on n'entend presque jamais parler français à l'extérieur de l'école que d'apprendre le français en France. Est-ce que ça veut dire que les études ou bien le matériel qui sort de la France ne nous sert pas? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un ajustement à faire par rapport à nos attentes de la réussite chez l'élève? 100%. Ensuite, on doit passer par plusieurs sens. Vous avez différents élèves, vous avez même chez un élève, des éléments qui vont être captés différemment selon s'il l'a vu, entendu, écrit. Donc, on doit vraiment considérer tout ça. Puis, on travaille l'oral, puis la conscience phonologique, mais ça n'empêche pas non plus qu'on puisse faire un petit peu d'écrit en même temps.
c'est qu'on va s'attendre à écrire des éléments très, très, très de base quand on est en train de présenter des éléments de base au niveau de la conscience phono. Vous êtes des enseignants, vous êtes des experts de la pédagogie. Il faut que vous utilisiez votre interprétation des données puis des résultats de vos élèves pour informer ce que vous faites par la suite. Le but de l'évaluation, c'est même pas de mesurer la réussite de l'élève, même si c'est ça qu'on fait. Le but de l'évaluation, c'est de tester si l'élève a compris ce que vous avez enseigné. Puis si finalement, il y a un gros pourcentage d'élèves qui n'ont pas compris, bien, on a quelque chose à ajuster. Puis s'il y en a juste quelques-uns qui n'ont pas compris, ça veut dire que la matière, elle était abordable. Mais avec ces élèves-là, il faut que je fasse quelque chose de plus. J'entre dans la réponse à l'intervention, puis d'ailleurs, l'outil diagnostique ou les tests que vous faites en classe font partie de la réponse à l'intervention. Vous êtes en train de mesurer, est-ce que l'élève a compris ce que moi j'ai enseigné? Si oui, ça va, on continue. Sinon, j'ai quelque chose d'autre à expliquer. Donc, tu sais, des listes de vérification, c'est beau, mais si tu ne sais pas comment expliquer le 92 ou le 67, ça ne sert pas à grand-chose. Puis, il faut qu'on permette aux données probantes, lorsqu'elles existent, d'informer notre pratique. Et puis, il y a plusieurs conseils qui me disent, bien, c'est quoi la norme pour mon groupe? Puis, si on en a, puis si on est capable de les trouver, tant mieux. Mais quand on n'est pas capable de les trouver, on peut mesurer même notre groupe classe. Et puis, on peut dire, OK, on va ajuster en conséquence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a nécessairement besoin de venir d'un outil publié avec un tableau, dans un tableau de normes quelque part. Ça se construit avec le temps. Puis, dans les minorités, on n'en a pas souvent de ça, malgré qu'on a une belle équipe à la Laurentienne qui y travaille inlassablement. Donc, pour récapituler, c'est ce phare-là qui va orienter notre formation d'aujourd'hui. Puis, dans le même thème de nautique, si on veut, je vous présente les différentes compétences au niveau de la conscience phonologique à partir de la plus simple, la plus facile, ou qui devrait être la plus facile en allant vers la plus complexe. Donc, en premier, on a des compétences précoces. On va demander à l'élève de compter les syllabes dans un mot, de nous dire d'identifier la première syllabe du mot ou bien la dernière syllabe du mot. Ensuite, on va lui demander de fusionner des syllabes pour faire des mots ou bien de segmenter des syllabes ou des phonèmes pour faire des mots ou des sons. Ensuite, on va lui dire, ben, je te donne des mots, tu vas enlever une partie ou tu vas changer une partie. Ces compétences-là, les compétences avancées, ne sont pas nécessairement toujours aussi importantes que les autres parce que dès que l'élève est capable de faire de la fusion puis de la segmentation syllabique, puis qu'on est capable de le faire au niveau du phonème, qui veut dire qu'il entend tous les différents sons dans le mot, on est capable de faire le tremplin puis de passer à l'écrit au niveau du code très, très simple. Donc, évidemment, on va commencer par lui faire écrire des sons qui sont toujours représentés par la même lettre. Il n'y en a pas beaucoup en français, mais il y en a. On va garder les sons qui changent beaucoup pour un petit peu plus tard, dans la progression de ses apprentissages. Une fois que l'élève démontre de bonnes compétences en conscience phonologique, c'est là où on est parti on fait l'entonnoir. C'est ce qui est le plus simple vers ce qui est le plus complexe. Là, on va aller par ce qu'on voit. On n'est plus juste à l'oral, parce que ce qu'on voit va nous aider à lire, à écrire, puis à orthographier. Puis, on commence par les graphèmes simples pour aller vers les graphèmes complexes, les diphtongues, donc les EU, les AI, puis éventuellement les digraphes et les tigraphes. Les groupes consonantiques, la morphologie, elle est importante, j'en parle tantôt, puis l'étymologie également. Donc, on fait ce qui est du plus simple au plus complexe à l'oral pour éventuellement partir de ce qui est le plus simple au plus complexe à l'écrit. Vous avez probablement déjà vu la corde de Scarborough, j'espère que oui. Donc, la corde de Scarborough a identifié des éléments qui sont disons, acquis à l'oral. C'est ce que vous voyez dans le brin du haut. Donc, les connaissances antérieures, le vocabulaire, la structure du langage, le raisonnement verbal, puis ce que l'élève sait sur l'écrit, sans nécessairement qu'on parle de l'écrit. Donc, est-ce qu'il sait quoi faire avec un livre? Il sait à quoi ça sert un message écrit? Mais ça, c'est à l'oral, mais ce que ça prend pour pouvoir comprendre un texte, aussi simple soit-il, c'est des bonnes habiletés en conscience phonologique, savoir décoder, puis savoir reconnaître des mots de manière assez instantanée ou de manière automatisée. Quand on jumelle ces deux éléments-là,
Puis c'est aussi un genre de, ça renvoie à la formule de Goff et Tunmer, le Simple View of Reading. Donc, on devient de plus en plus stratégique, la lecture devient de plus en plus automatisée, puis on devient des lecteurs confirmés, des lecteurs compétents, puis notre fluence ou notre fluidité en témoigne. Donc, on devient, là, on adopte une prosodie ou bien un rythme, une cadence beaucoup plus naturelle, puis on comprend ce qu'on a lu. C'est ça le but ultime. OK? Donc, il y a une ressource pédagogique, je ne sais pas si vous la connaissez, ça a été publié par l'Association ontarienne des orthophonistes et des audiologistes, donc OSLA, qui est maintenant jumelée avec SAC, qui est Speech Language Audiology Canada. Puis dans cette ressource-là, on a vraiment des chapitres qui portent sur chacun des éléments de l'accord de Scarborough. Donc, je voulais simplement vous en parler au cas où c'est des nouvelles pour vous. Puis si ça vous intéresse, je peux vous en parler ou je peux vous donner les coordonnées pour que vous puissiez aller la chercher. Mais il y a vraiment des stratégies puis des activités qui sont fondées sur la science qui nous permettent de cibler tous les éléments de cette corde-là. Donc, il y avait la conscience phonologique, le vocabulaire, il y a un chapitre sur la structure des mots et des phrases. Donc, la morphologie puis la syntaxe, OK? La structure des textes, que ce soit narratif ou que ce soit informatif ou expository. Ensuite, on a la compréhension du langage et l'inférence qui est ciblée en dernier lieu parce que, effectivement, c'est ça le but de la lecture. Donc, vous avez vraiment une ressource très complète là-dedans qui est parfaitement en lien avec la science de la lecture. Le modèle simplifié de la lecture, donc le Simple View of Reading, repose sur le fait que la compréhension du langage, donc qui se fait avant même qu'on comprenne, qu'on sache comment lire, quand on la multiplie à nos habiletés de décodage, c'est ce qui mène à la compréhension en lecture. Puis là, on pourrait faire un atelier là, de quelques heures pour tenter de mesurer la probabilité d'un élève à comprendre ce qu'il a lu basé sur ce qu'il comprend dans le texte puis ce qu'il a été capable de décoder. Donc, ce n'est pas juste 1 fois 0 égale 0 ou bien 1 fois 1 égale 1. Il y a vraiment toutes les nuances entre les deux. Mais ces deux modèles-là, on les a critiqués, on a dit que c'était incomplet, mais vraiment, on revient toujours pour dire que c'est vraiment ça la base. Donc, si on comprend l'interaction de ces compétences-là et puis qu'on ajoute de l'explicite sur le code, on est en train de fonctionner dans une perspective de la littératie structurée. On me demande souvent, ou quand j'entends dire, bien, si on travaille l'oral, le reste va tomber en place. Croyez-le ou non, j'ai entendu ça très récemment de quelqu'un de très réputé. Il y a des chercheurs en France qui ont mesuré différentes tâches sur 130 groupes de la première année, de notre équivalence à la première année. Ils ont regroupé les tâches dans les catégories que vous voyez. Donc, les catégories qui sont en turquoise, c'est les catégories qui renvoient à la compréhension du langage. Puis, les catégories, disons, ou les types de tâches en orange sont celles qui reposent sur le décodage. Puis, cette équipe-là a dit, quand on parle de compréhension du langage seulement, et non des textes entendus, donc des textes qui sont lus à l'élève, bien, on ne peut pas calculer cette formule-là pour nos élèves dyslexiques. OK? À un moment donné, quand on a tenté de tout faire pour enseigner le code, puis l'élève a encore de la difficulté, puis il est rendu en 9e année, on ne peut pas toujours imaginer qu'il ne comprendra jamais ce qu'il va lire. Il faut lui donner d'autres stratégies, d'autres moyens d'y arriver, puis il y en a des moyens pour y arriver. Mais quand on arrive à comprendre, intégrer les textes lus les textes qui lui sont lus, aux textes qu'il a lus, là, on arrive vraiment à inclure tous nos élèves, puis on est vraiment rendu là dans notre cheminement, puis dans notre modèle inclusif. Donc, si on mesure, puis c'est pas moi qui l'ai fait, donc je vous épargne tous les détails, mais ils ont voulu voir c'était quoi la contribution de chacun de ces deux éléments-là, donc ce qui est en turquoise versus ce qui est en orange, puis ils sont arrivés à la au même ratio, si on veut. Donc, les corrélations là, ont indiqué que les deux éléments sont importants, l'un comme l'autre. Donc, ce n'est pas vrai que si on fait juste la compréhension orale, on n'a pas besoin d'enseigner le code. Si on tente d'enseigner le code sans la compréhension orale, on n'y arrivera pas non plus. On a vraiment besoin de travailler les deux, puis en parallèle. Donc, quand on va parler des types de livres tantôt, vous allez voir que ce n'est même pas un type de livre à un moment. C'est souvent
quelques différents types de livres au même moment dans la vie de l'élève, évidemment pas en même temps. Puis c'est ça qui est une formule gagnante. Donc, les facteurs qui prédisent le succès en lecture. Je ne sais pas si ça va vous étonner, mais on a demandé à des chercheurs de nous dire qu'est-ce qui prédit l'engagement de l'élève, le fait que l'élève va vouloir lire. C'est le fait d'être motivé à lire. Mais si vous êtes parent comme moi, c'est difficile de donner de la motivation à quelqu'un, surtout quand il n'aime pas la tâche. Puis on aime rarement faire ce à quoi on se sent moins bon ou ce qui ne nous vient pas naturellement. On s'est posé la question après, bien, qu'est-ce qui motive l'élève à persévérer alors? Okay? Bien, ça dépend de ses fonctions exécutives, puis de ses capacités d'attention. Puis, on a un modèle que Todd Cunningham qui présente à vos collègues, je pense, en même temps que moi ce matin. Les profils d'apprentissage qu'on voit là sont hyper interreliés et puis sont nécessaires pour plusieurs éléments qu'on fait à l'école, y compris lire, écrire, discuter puis comprendre. Puis ça repose sur des habiletés cognitives, mais vous voyez qu'il y a toutes sortes de tâches qu'on demande à nos élèves de faire, des dictées, de la prise de notes, de s'organiser, même organiser leur bureau, mais qui s'influencent mutuellement. Donc, si vous avez des élèves qui n'ont pas ce dont il leur faut pour apprendre, il faut tenter de trouver où est cette lacune-là, what's missing, OK? Puis, on veut s'assurer de travailler ces éléments-là. Puis, le site atselect.org, puis je vous l'ai placé en référence dans vos diapos, c'est le site de Todd Cunningham. Et puis, on peut cliquer sur des éléments comme lecture, écriture, puis ça va nous donner toutes les compétences qui sont nécessaires pour y arriver. Puis, quand on clique à nouveau sur les compétences individuelles, ça nous propose des stratégies ou même des aides technologiques pour être capable de compenser les difficultés parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des élèves pour lesquels ça va toujours être difficile. Il ne faut pas dire, ben, c'est la faute de l'enseignante parce que l'élève, elle aurait dû pouvoir lui enseigner à lire. Ce n'est pas toujours vrai. OK? Donc, moi, je viens souvent à votre défense quand on dit que, si l'élève n'a pas réussi, c'est parce que l'enseignante a négligé quelque chose. Puis, Kilpatrick, lui, il a créé ce diagramme-là tout simplement pour vous dire que la lecture du mot, un, c'est pas linéaire. Deux, on ne peut même pas mettre de l'ordre là-dedans. Il y a des compétences qui dépendent autant des connaissances sur le code, du décodage, que sur la connaissance du mot, qui va me permettre de le reconnaître. Puis à l'intérieur de ça, c'est même difficile à dire qu'est-ce qui vient en premier, puis qu'est-ce qui vient après, même si c'est devenu plus facile de faire des regroupements. Donc, si vous pensez que c'est difficile à savoir comment enseigner dans un contexte de littératie structurée, vous n'êtes pas seul. C'est parce que c'est complexe. OK? Puis, il n'y a pas de réponse magique. Il y a souvent plus d'une façon de se rendre à notre résultat, mais il y a des grands constats qu'on doit respecter quand même. Puis, c'est ce que je vais tenter de vous... c'est le message que j'espère que vous allez retirer ce matin, même si je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est le succès de l'élève qui le motive à persévérer. Je ne sais pas si vous pouvez penser à quelque chose que vous avez fait dans votre vie, puis que vous avez comme développé un intérêt pour ça, mais c'est parce que vous aviez la facilité de le faire. Puis inversement, dans mon cas, je ne suis pas super bonne en sport. Moi, j'aurais vraiment eu besoin d'un PEI en éducation physique. Mais j'avais comme une facilité pour les mots. J'étais fascinée par ça. Donc, les langues, c'était ma force, mais pas les sports. Donc, on a tendance à devenir meilleur, c'est le Matthew Effect, on devient meilleur quand on est bon. Et puis, donc, les meilleurs s'améliorent, puis ceux qui sont moins bons, bien, ils continuent à faire la spirale vers le bas, malheureusement, si on n'est pas là pour les soutenir puis les attraper. Mais comment est-ce qu'on fait pour créer ces moments de succès assurés-là? Plus vous les encadrez, puis que vous ne les piégez pas. Donc, la dictée là, ou le travail, ce n'est pas un secret. L'élève doit savoir, monsieur ou madame cherche les S à la fin du mot aujourd'hui. Tu te souviens, on a parlé que des fois, quand il y a plus qu'un objet, il faut qu'on mette un S. Donc, dans ce que vous lui donnez dans la dictée, vous allez mettre des mots dans lesquels on a besoin des S, puis d'autres mots qui sont au singulier où on n'en a pas de besoin, mais c'est la seule chose que vous allez mesurer. Parce que s'il fait des erreurs sur des choses que vous n'avez pas enseignées ou sur des choses que lui, il ne sait pas qu'il est testé,
setting them up for failure. On ne veut pas ça. Okay? Ce n'est pas trop les soutenir quand on a peur de cette façon-là. Ils ont le droit de faire l'erreur. L'erreur est l'épreuve d'apprentissage, dans le fond. Plus ils sont exposés à des textes décodables à leur portée, on y revient tantôt, plus ils vont se sentir outillés, puis ils vont persévérer dans leur réussite, puis plus ils vont être confiants, puis ils vont avoir la motivation de continuer. Même l'élève qui y arrive difficilement, s'il peut comprendre puis voir son progrès, il ne le verra pas si vous ne lui montrez pas. Donc, ça prend de l'encouragement, puis ça doit être, vous devez lui dire ce qu'il a fait de bien, puis vous devez lui expliquer comment remédier à ce qui a peut-être moins bien réussi. Puis ça va le motiver à continuer. OK? Donc, c'est le fait d'être capable de lire plus que l'intérêt en lecture au début qui va motiver l'apprenti lecteur à vouloir persévérer. Donc, vous et moi, des adultes majeurs vaccinés, lecteurs confirmés, si je veux choisir un livre à lire, c'est sûr que je vais aller d'après mes intérêts. Mais quand j'étais petite, puis j'étais en train d'apprendre à lire, c'était le fait d'avoir été capable de lire correctement tous les mots sur la page qui faisait que je voulais tourner la page. Puis je vais peut-être me dater ici, là, mais mon âge, moi, c'était Rémi et Aline. Puis madame disait toujours qu'on ne pouvait pas tourner la page là, parce qu'on allait voir ça demain. Mais moi, si j'étais capable de tourner puis de voir qu'il y avait des mots que je reconnaissais, j'étais comme, tu sais, super, super motivée à continuer. Heureusement, aujourd'hui, on a peut-être une plus grande variété de livres, puis ça peut piquer l'intérêt de plusieurs types de jeunes, autant les garçons que les filles, mais au départ, c'est beaucoup moins le fait que l'élève va choisir son propre livre qui va lui donner les informations sur le code, mais il faut des moments où il peut choisir son livre. C'est là où je dis que ça se développe en parallèle. Ce n'est pas un ou l'autre. Il faut absolument qu'il prenne plaisir à lire les types de livres qu'il veut lire, même s'il n'est pas prêt, puis même s'il fait juste regarder les images pour cet exercice-là. Mais quand l'exercice, c'est d'enseigner le code, là, on ne veut pas se fier aux images. Ça va? Donc, pourquoi on a tant de défis? Bien, je pense que vous allez peut-être comprendre après le prochain exercice, si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà vu, vous allez comprendre en quoi ce n'est pas vous autres, puis ce n'est pas l'élève, c'est vraiment notre cerveau. Donc, je vous pose une question. Dites-moi si vous reconnaissez ce que vous voyez à l'écran. Je sais que vous êtes plusieurs, là, donc vous pouvez juste faire signe de la tête. Donc, vous reconnaissez ce que c'est. Tu sais, j'en tiens un dans mes mains, là, on en a tous un. Si je le change d'orientation, est-ce que c'est encore la même chose? Tu sais, c'est toujours le même objet, là? Bon, la réponse à ça, si on est ensemble, je vous entendrai dire oui, évidemment. Vous avez raison. Donc, ça veut dire que même si je fais des rotations, des réflexions, un petit peu comme on fait même en mathématiques avec des formes, dans le cas de l'objet physique tangible, c'est toujours un téléphone, n'est-ce pas? Donc, ça ne change pas. Ça veut dire que vos parents ont célébré haut et fort quand vous avez commencé à regarder, à suivre la balle ou la cuillère ou bien la nourriture que vous aviez lancée par terre, là, même si les parents, on résiste à ça, c'est vraiment, c'est signe d'apprentissage parce que l'enfant regarde tomber puis il dit « Wow, ça existe encore! » Donc, tu sais, out of sight, out of mind, bien, c'est pas vrai pour la personne qui est arrivée là, à la permanence de l'objet. Tu le sais que même si mon chien n'est pas dans la même salle, je sais qu'il existe encore, il est dans la cuisine, n'est-ce pas? L'objet ne disparaît pas de ma cognition juste parce que je ne le vois pas. Mais le cerveau, c'est parce qu'il y a un espace réservé à la mémoire visuelle des objets. OK? Il se souvient que l'ordinateur, c'est un ordinateur. Il se souvient que le téléphone, c'est un téléphone parce qu'il a encodé ça en sa mémoire. On se souvient des gens qu'on voit. Puis, fun fact ou not so fun fact, quand cette partie-là du cerveau est affectée par un AVC, même les gens avec qui vous vivez, vous ne les reconnaissez pas par leur visage. Donc, ça se peut, ça, d'avoir une condition dans laquelle il faut que les gens parlent pour que vous les reconnaissiez, même si vous pouvez voir, vous n'avez pas perdu la vue. OK? Il y a aussi un espace réservé à la mémoire des maisons et des lieux. Moi, quand j'arrive sur ma rue, puis vous autres aussi, vous n'avez pas besoin de chercher votre adresse. Vous n'avez pas besoin de compter. Je vis à la 3e maison à la droite. Vous la reconnaissez. Okay? Quand vous arrivez dans une ville, il y a des éléments qui font en sorte que ça vous parle. Vous savez où vous êtes. Mais l'évolution ne s'est pas encore rattrapée. L'évolution de notre cerveau ne s'est pas rattrapée au système d'écriture qui est relativement récent
dans notre histoire, dans l'histoire de l'humain. Sur 6 ou 7 000 différentes langues, il y en a à peu près 200 pour lesquelles on a un code, on a un alphabet ou on a un système, il y en a que c'est des langues idéographiques. Donc, le cerveau ne s'est pas encore rattrapé. Okay? Si quelqu'un pouvait vivre un autre, je ne sais pas combien de 1000 ans, peut-être qu'on va voir que cette partie-là va s'agrandir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui arrive, c'est que on enseigne à l'élève les axes de symétrie pour les formes, puis la permanence de l'objet, puis on parle de ça comme si c'était un fait accompli, puis dans plusieurs contextes, ça l'est. Donc, si je vous disais que ça, c'était un triangle, puis je le change de côté, vous me dites c'est encore un triangle. Vous voyez une bicyclette, qu'elle soit à l'endroit, à l'envers, tu sais, ou qu'on la change de gauche à la droite, c'est encore une bicyclette. Mais pourtant, c'est pas vrai quand on parle des lettres. C'est pas vrai non plus quand on parle des mots. Parce que même si ce que je viens d'afficher, ce n'est pas des vrais mots, on s'entend que dans le cerveau de l'élève qui apprend, il peut avoir de la difficulté à comprendre comment le N, quand on le change de forme ou on le change d'orientation, bien, ça devient un U ou le D devient un P. OK? Puis bien, le L, ce qui change, dans le fond, ça serait qu'on devrait avoir un L qui va vers le bas, là, mais finalement, j'en avais pas. Donc, ça serait la première lettre du mot loup qui n'est pas exactement la même, mais au moins la forme est la même. Donc, c'est compliqué. OK? Le U, quand on le change de forme ou d'orientation, devient un N. Si on allonge la petite queue, ça devient un H. Le mot OU peut devenir no si on change la forme et on fait la version miroir. Ça peut devenir on. Si j'ajoutais un accent sur le U, ça veut dire quelque chose d'autre. On a des voyelles pour lesquelles, si j'ajoute un accent, l'accent sur le E va faire un son différent. Mais le tréma sur le E ne fait pas « est ». C'est parce que le E devant une consonne fait « est ». Mais les accents graves, bien, sur le A, ça peut changer la prononciation. Donc, je peux dire A, comme je vais à l'école. Mais si je dis va-t'en là-bas, c'est encore un A. Mais si je dis il n'est pas là, au niveau de l'oral, ça devient un A relâché. Donc, c'est compliqué. Puis, le A sans accent dans certains mots fait A. Mais quand j'utilise l'auxiliaire avoir, puis je dis il a 20 ans, bien là, ça devient un A. Donc, c'est assez complexe. C'est beaucoup plus que juste la mémorisation visuelle. Si j'ajoute un accent circonflexe, ça ne changera pas le I, ça ne changera pas le U, ça peut changer le O et le A parce qu'ils vont devenir relâchés ou dans le cas du O, ça va devenir un O tendu. Le tréma sur le I lui permet de faire le son I. Donc, le rôle du tréma, c'est de donner à la deuxième voyelle ou de s'assurer que les deux voyelles se prononcent séparément, comme dans Noël, Loïc, Joël. OK? Donc, la permanence de l'objet dont on vient de parler, elle n'existe pas pour les lettres, malheureusement. Pour certaines lettres, elles sont constantes, puis pour d'autres lettres, elles changent en fonction du contexte ou s'il y a un accent. Donc, autant qu'on disait que ça repose sur les capacités d'apprentissage de l'élève, on doit, après qu'on a appris certaines choses, on doit dire, bon, ben tout ce que tu savais sur la permanence de l'objet, il faut que tu l'oublies un peu, mais juste pour certaines lettres, puis juste dans certains contextes. Donc, oui, c'est complexe comme ça dans l'esprit de l'apprenant. Parce que les mots ne s'apprennent pas sur leur forme. On a deux mots de la même forme, mais qui ont des graphèmes ou des lettres différentes, puis qui se prononcent différemment. On a des lettres ou des digraphes, le CH, qui parfois font un son différent, mais parfois, le même son peut être fait même si on a deux différents graphèmes, donc le CH qui fait que ou le C qui fait que. Ce qui nous dit que les compétences visuelles ou visuospatiales génériques, là, le fait de voir, le fait d'être capable d'avoir une bonne perception des choses, c'est très, très, très peu souvent relié à la lecture et à l'orthographe. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont des difficultés de perception, qui ont besoin d'avoir des lunettes, d'être appareillés, puis pour qui ça ne présente pas des défis. Mais je vous dis que ce n'est pas l'élément à travailler pour améliorer la lecture. Si on se fiait uniquement au fait que la lecture, c'est un acte visuo-spatial,
bien alors vous auriez de la difficulté à lire ce que je présente devant vous. OK? Puis là, les 3 derniers, je vais les rectifier dans votre diapo, mais pour une raison ou une autre, quand j'ai fait la conversion de Canva en PowerPoint, je ne me suis pas aperçue de ça hier soir, mais les autres polices ne se sont pas traduites correctement. Mais vous voyez que ici, on a des majuscules et minuscules, puis ici, c'est juste des majuscules, mais vous êtes capable de lire quand même. Puis, si la police, elle est petite, ou si c'est une police à la main levée, ou si c'était du cursif, si vous avez appris le cursif, vous êtes quand même capable de déchiffrer le message. Donc, ce n'est pas visuospatial, c'est que vous avez reconnu les caractéristiques de chacune des lettres et vous avez reconnu les règles lexicales qui vous permettent de savoir que le AI, c'est « est », puis que dans le cas de lire, le « i », c'est un « i », puis qu'on ne prononce pas le « e ». OK? Donc, ce qui est le meilleur prédicteur de la réussite en lecture et en orthographe, c'est ce qu'on a vu dans les fondements de la corde de Scarborough. Donc, tout ce qui sous-tend la compréhension du langage et l'identification des mots, en passant par les étapes en conscience phonologique pour aller jusqu'à toutes les étapes pour déchiffrer le code. Mais on partage ça avec l'élève au moment là où il est dans son apprentissage. On ne peut pas lui dire tout en maternelle. On ne peut pas lui dire que le S peut faire ce, Z, mais des fois, il y a 2 S, mais des fois, il y a juste un S, mais des fois, en avant des voyelles, si c'est au début du mot, c'est un ce, mais si c'est en 2 voyelles, ça fait Z. Puis en plus, si tu vas avoir un ce en 2 voyelles, bien là, c'est un CCD. C'est un peu trop, là. Donc, une à la fois, on va leur donner l'information dont ils ont besoin, puis on va ajuster le tir en conséquence au fur et à mesure que leurs compétences vont s'étendre. OK? Donc, j'espère vous avoir convaincu que même si on a besoin de voir pour être capable de lire, puis je n'entre pas dans la lecture du braille parce que ça aussi, c'est archi, archi intéressant. Il y a d'autres façons qu'on peut arriver à déchiffrer un code différent, puis avoir les mêmes mots puis la même syntaxe que la langue qu'on étudie, mais ce n'est pas une compétence visuelle a priori. Donc, au départ, ce n'est pas le seul élément, puis ce n'est même pas l'élément qui est nécessairement le plus important. Donc, ça se passe par l'enseignement structuré des langues qu'on a vu au tout début de la présentation. Puis vous allez voir que je vous partage des liens YouTube d'une psychologue que j'estime beaucoup, qui fait des courtes vidéos sur sa chaîne YouTube sur la science de la lecture et de l'écriture. Et puis, ici, dans celui-là que je vous partage, elle parle justement de la littératie structurée. C'est très court, c'est bref, puis c'est fait vraiment pour que les gens puissent se faire une idée de ce qui pourrait aider dans leur enseignement. Donc, je m'en voudrais si on ne parlait pas pendant un moment de la typologie des langues. Si vous ne savez pas ce que c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler, c'est le fait que le français et l'anglais reposent sur un alphabet commun. On a les mêmes lettres. Elles ne font pas toujours le même son. Plusieurs font le même son, mais pas toujours. Donc, le français, avec les 26 lettres, peut faire 130 différents graphèmes, alors qu'en anglais, c'est 250. Donc, moi, je passe à peu près 3 heures avec mes étudiants de maîtrise pour, debunk the myth que l'anglais, c'est plus facile que le français. La personne qui dit ça, c'est équivalent à si moi, je disais le français, c'est plus facile que l'anglais parce que c'est ma langue maternelle. Là où le français est plus difficile que l'anglais, c'est avec la conjugaison des verbes, puis à l'écriture, à l'orthographe. Mais là où l'anglais est moins transparent que le français, c'est dans le fait qu'on a beaucoup de graphies très, très semblables qui font des sons très différents. Il y en a un petit peu en français aussi, mais il y en a beaucoup plus en anglais que ce qu'on imaginerait. Donc, la terminaison des verbes en anglais, elle est plus simple, puis on entend les morphèmes. À part du GH, puis de certains diphtongues en anglais, généralement, on entend les consonnes. Il n'y a pas de E muet. Le E va faire allonger la voyelle. Le E final va faire allonger la voyelle qui précède. Donc, il y a des règles. Il y a même plus de règles lexicales en anglais qu'en français, veut pas. Mais les systèmes, autant que les éléments de difficulté peuvent être différents, les deux en comprennent, mais il y a tellement de similitudes que si on néglige de s'appuyer sur ce que l'élève sait dans sa langue dominante, je pense qu'on va passer à côté de lui donner passer à côté d'occasions pour lui donner des sentiments de réussite, si on veut. Donc, la lecture et l'écriture en français n'est ni phonétique ni alphabétique.
Puis on voit ici des exemples dans lesquels le O ne fait pas O à proprement parler, ou le I ne fait pas nécessairement un I, ou il fait un I différent, ou il est dans un digraphe qui fait des voyelles nasales. OK? Donc, en anglais, c'est la même chose. T'sais, on entend les gens dire, ben, ça devrait être écrit A là, pour Apple et Bake. Je vais corriger ça, puis je vais vous renvoyer les diapos modifiés. Donc, dans le A dans Apple, puis le A dans Ake, j'ai entendu dire des gens, quand ils ont fait des formations, que ce sont les seules deux façons de produire le son du A. Mais si je pense à father, puis banana, c'est pas vrai. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur l'oral pour être capable d'arriver à expliciter le code pour l'élève. Puis, c'est très, très, très... ça prend du temps, puis ça va prendre de l'explicite sur des éléments très, très particuliers au moment où on en a besoin. Puis des fois, il va falloir dire, ben c'est vrai, tu sais, quand on dit banana, ben on se presse, donc c'est pour ça que le premier A, c'est comme un A, tu sais, donc on va apprendre à leur donner des trucs qui fonctionnent, mais si on se fie uniquement à des trucs, ça va probablement les laisser tomber à certains endroits. Donc, dans le cas des deux, il n'y a pas une langue qui est purement phonétique, purement alphabétique, c'est vraiment polymorphémique, donc polymorphème, plusieurs morphèmes, puis morphographémique. Dans l'écriture d'un mot, il y a des morphèmes, veut pas, puis il faut les considérer. Puis une chance que la langue, nos deux langues sont génératives, qui veut dire, si on enseigne quelque chose une fois, ou un constat ou une compétence, ça nous ouvre sur plusieurs autres compétences. Parce que si on avait à enseigner les 85 000 familles de mots, puis on commençait en jardin, OK? Avec 5 mots par jour, ça nous prendrait 100 ans à couvrir toutes les familles de mots. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que, même dans la trajectoire scolaire de l'élève, que vous allez avoir couvert tous les mots possibles. Mais si vous leur avez donné des fondements sur les règles du code, même quand ils vont être à l'université, ils vont étudier des articles scientifiques qui sont peut-être comme dans un domaine très spécialisé, ils vont pouvoir déchiffrer les mots qu'ils voient parce qu'ils vont le faire par morphème. Si on pense en chimie, en génie, même en orthophonie ou en enseignement, même le mot pédagogie, il y a des morphèmes là-dedans. Il y a du vocabulaire qui est spécifique à votre domaine. Puis vous n'aviez probablement jamais entendu parler de ces mots-là avant de vous lancer en enseignement. Mais c'est à cause de vos bonnes compétences langagières que vous avez pu savoir que pédagogie, quand on utilise péda, qui veut dire enfant, gogie, enseignement, le IE, c'est l'étude de, on est capable d'appliquer ça à d'autres, cette formule-là à d'autres mots. Puis on n'a pas besoin d'être vraiment, vraiment sophistiqué pour le faire. Mes enfants ont inventé des mots longtemps avant de comprendre comment on appelait ça, des affixes ou des préfixes ou des suffixes. Mon petit, à un moment donné, il était près de la table de cuisine, dans sa chaise haute. Il a dû avoir à peu près 2 ans parce qu'il était en train de jouer avec la pâte à modeler. Puis il voulait plus être près de la table. Donc, il ne connaissait pas le mot éloigné. Ça fait qu'il m'a dit, maman, déproche-moi. Mais j'ai tout à fait compris ce qu'il a dit parce que lui avait compris que ce morphème-là, le D, que ça pouvait dire le contraire de, sans même être capable de me l'expliquer. Lui, il n'est pas capable de raisonner ça, là. Mais pourtant, il s'en est servi correctement. Donc, c'est une question de probabilité, puis il tente sa chance. Puis des fois, là, il a fait ça sans que je le sache parce qu'il est tombé sur le bon mot. Puis quand il tombe sur le bon mot, puis il a la reconnaissance que les syllabes qu'il a employées ont fait un mot correct, ben là, il sait qu'il est tombé sur le bon mot. Mais quand il a dit des proches, si moi, je lui ai fourni une autre façon de le dire, bien là, à ce moment-là, il va l'intégrer à son vocabulaire. Donc, c'est impossible d'enseigner tous les mots de la langue, autant à l'oral qu'à l'écrit. Ça prend des stratégies puis des règles pour expliciter le code. Donc, si je vous demandais rapidement d'écrire le mot vert, puis là, je l'écris ici en phonétique, juste pour que vous soyez, que vous ne voyez pas la forme orthographique, là. OK? Bien, vous avez plusieurs possibilités. OK? Puis, plus il y a de possibilités, plus il y a de possibilités de se tromper à l'écrit. Donc, si je ne vous donne pas de contexte, ça ne vous servira pas nécessairement. Donc, si je prends les possibilités du son « ve »,
c'est toujours V en début de mot. On pourrait dire que le V peut être PH dans un nom comme Steven. Généralement, c'est des emprunts, puis ça sera rarement en début de mot, mais l'élève qui commence ne sait pas ça. Mais quand il va apprendre que le PH dans son nom, Steven, ça fait V, peut-être qu'il va le mettre au début, là, lui. Comme mes enfants qui ont écrit le mot car, C-A-R, pendant plusieurs années. Puis quand ils ont appris que le que en français était le plus souvent écrit avec Q-U, ben, ils se sont dit, ben, ça doit être plus complexe, donc je vais écrire Q-U-A-R. Puis après ça, on les a corrigés, puis ils sont retournés à leur CAR. Donc, même l'orthographe des mots, elle n'est pas stable. Des élèves en première année peuvent peut-être écrire des mots très simplement, correctement, puis plus ils en apprennent sur le code, plus ils se doutent, puis plus ça va avoir un impact parce qu'ils ont des choix à faire. Donc, dans le cas de cet exemple-là, si je vous demandais, il y a combien de façons d'écrire le son « est » ou « I », parce que je dis « vers », moi, je fais une diphtongaison. Bien, on a toutes ces façons-là. Il y en a 5. Il y a 2 façons d'écrire le R, donc ça peut être doublé ou pas. Je peux soit mettre un S si ça se termine avec un R simple. Je peux mettre un T. Je peux mettre rien, mais ça se peut que j'ai besoin de mettre un E. Puis ça se peut que ce soit un pluriel aussi. Ça se peut que, tu sais, donc à chaque tranche, je dois faire des choix. Donc, si on multiplie, c'est un petit peu étonnant, mais si on multipliait ces chiffres-là, ces facteurs-là, on arrive à 80 possibilités d'écrire ce mot-là. Puis si vous doutez de ça, écrivez-moi, je vais vous envoyer combien de différentes façons des élèves de la 7e année ont écrit « j'engagerai » dans une phrase. Donc, c'est « demain, j'engagerai », je ne sais pas quoi, là, j'oublie le reste de la phrase. « J'engagerai », qui est un verbe au futur, sur 97 élèves, a été écrit incorrectement de 60 différentes façons. Donc, c'est gros, là. Dans le contexte du mot que je vous donne, on a 8 possibilités sémantiques, puis vous les voyez là. Puis il y en a 4 pour lesquelles ça peut être pluriel ou singulier. Donc, ce n'est pas rien ce qu'on demande aux élèves, là. Le processus orthographique passe par ce qu'on entend pour éventuellement arriver avec ce qu'on écrit. Donc, si je demande à l'élève d'écrire le mot « taxi » qui fait 5 sons, bien, on a vraiment seulement 4 lettres, 5 si c'est au pluriel qui ne s'entend pas, mais il y a une lettre qui fait 2 sons. Donc, quand on fait le mapping orthographique, c'est possible d'expliciter dans quel contexte on a 2 consonnes qui feraient un son ou bien une consonne qui en ferait 2. Si je demande d'écrire le mot « examen », par exemple, même chose, ton X prend 2 cases parce qu'il fait 2 sons, mais le EN de la fin qui est « un », ça remplit une case parce que c'est un son. Si on demandait à l'élève d'écrire « accident », bien là, on va dire, des fois, le CC fait « que », puis des fois, il fait « que ça ». Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. C'est que dans le mot « accident », la première syllabe, c'est « ac », la deuxième, c'est « si », puis ensuite, c'est « dans ». Donc, ça suit les règles. Si le C est en fin de syllabe, dans une syllabe fermée, ça fait « que ». Si le C est devant le I, ça fait « s ». C'est la règle du C doux. C'est pour ça que ça fait « accident ». Si j'avais le mot « accroché », j'ai encore 2 C. Puis ceux-là, je les mets dans la même boîte, mais en réalité, c'est 2 K très rapprochés, puis on fait des économies. C'est accroché, mais on ne dit pas accroché, on dit accroché. Donc, il faut enseigner selon les régularités. Puis quand on dit à l'élève que le CC, des fois ça fait que, des fois ça fait que ça, au lieu de, on suit les mêmes règles. Le C en fin de syllabe fermée. Donc, à la consonne, c'est la dernière lettre ou le dernier son d'une syllabe. C'est le C qui s'écrit par le C qui fait le son que, mais le C devant une autre consonne, comme dans le contexte de accrocher, est toujours un C dur aussi. Donc, dans le contexte de accrocher, c'est 2 que comme superposés. OK? Comme assis, même chose. Donc là, ici, on a également le son « et » qui peut être écrit E accent aigu, ER. Si c'est féminin, on va ajouter un E à ton E accent aigu E. Si c'est pluriel, on va ajouter un S à ça. Donc, les complexités de la langue en français, c'est qu'il y a plein de morphèmes, parce que ça, ce sont des morphèmes syntaxiques, puis sémantiques. On ne les entend pas. Alors qu'en anglais, je l'entends, le S pluriel. OK?
Donc, si vous voulez avoir une belle vidéo qui récapitule comment on peut travailler et faire du mapping orthographique avec les jeunes, alors vous avez un autre lien là d'Alex André, psychologue scolaire. Donc, c'est important de considérer le calcul de ce qu'on appelle, c'est un mot que j'ai inventé, de l'orthographiabilité. En anglais, on a the spelling options, mais en français, on n'a pas de mot pour ça, donc j'ai utilisé celui-là. Donc, je ne veux pas que vous vous mettiez à faire des listes. J'en ai des listes. On peut se faire des rendez-vous pour qu'on puisse les évoquer ensemble. L'important, ce n'est pas de mémoriser combien de différentes façons que je peux écrire le mot. L'important, c'est de savoir qu'il y a probablement plusieurs possibilités. Puis plus il y a de possibilités, plus ça va prendre un enseignement explicite. Donc, le mot oral qui m'arrive dans le cerveau, que j'interprète, que je dois ensuite produire à l'écrit, il faut que je fasse des choix de graphèmes. Et puis, ça se peut que je n'ai pas encore appris tout ce que j'ai à apprendre sur cette orthographe-là pour réussir correctement. Donc, les principes de base, c'est je le vois pour le lire, puis je l'entends pour l'épeler. L'abeille, c'est comme spelling bee, c'est pour l'épeler ou pour l'écrire. OK? Mais comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on doit enseigner alors pour qu'on aboutisse à une compréhension en lecture ou bien à une orthographe fidèle? Vous avez là toutes les tâches qui sous-tendent chacune des composantes de la formule que je vous ai présentée, qui est la formule de Goff and Tunmer. Et puis, il faut le faire de manière explicite sur ce qu'on peut contrôler en enseignement, mais ça dépend de certaines habiletés comme les capacités visuelles, les capacités cognitives, les connaissances de l'élève. Il ne faut pas imaginer que tous les élèves savent la même chose. Okay? Il y a des élèves qui nous arrivent qui sont très stimulés, très prêts à apprendre à lire dès la maternelle même. Il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas manipulé des livres aussi souvent. Okay? Donc, l'enseignant, quand je dis c'est pas dans un programme, même si des programmes, ça peut nous simplifier la vie quand ils sont bien construits, la réponse n'est pas dans un programme, elle est dans vos connaissances. Maintenant, allez pas chez vous ce soir découragé en vous disant « ça me prendrait un bac en linguistique pour y arriver ». Si c'est la première fois qu'on vous parle des caractéristiques phonétiques et linguistiques des sons, moi, je m'amuse pendant des journées entières à enseigner ce code-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, mais déjà en étant conscient qu'il y a certains éléments dans la langue orale qui, autant qu'ils sont rapprochés à l'oral, comme le pb, ils sont aussi rapprochés à l'écrit. Donc, tu sais, quand on va dire, les personnes dyslexiques vont inverser les mots sur la page ou ils vont inverser les lettres. C'est vrai que ça se passe, mais c'est moins parce que ça se ressemble, puis plus parce que ça s'entend de la même façon presque. OK? C'est sûr que les deux, ça n'aide pas, mais il y a d'autres facteurs à considérer là. Il y a aussi un moment où c'est normal pour l'élève de faire ça, là. Même s'il ne le faisait pas avant, c'est normal. Son S, il va le faire en miroir. Des fois, il va vouloir écrire un B, il va faire un P. Donc, c'est jamais le seul élément qu'on utilise pour dire « Ah, je soupçonne une dyslexie ». Mais s'il y a ça, avec des difficultés de conscience phonologique, il y a de la difficulté, lui, à isoler des sons dans le mot. Quand je dis « Quel est le premier son du mot chien », c'est pas un bon exemple, j'ai mis un « ya » là-dedans, scratch that. Le mot « chat », puis je prolonge le « ch ». OK? S'il est capable de me dire ce que c'est, même quand j'arrête de le prolonger, ça s'annonce bien. S'il n'est pas capable, malgré le fait qu'on l'a enseigné et qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé ça m'inquiète un petit peu plus. T'sais, ajoute à ça des facteurs de risque. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un potentiel cognitif qui peut être limité, même si on ne le sait pas au début? On a des fois vous avez un corpus normatif dans votre classe. Vous avez 20, 30 élèves des fois. Vous savez ce que la majorité des élèves peuvent faire facilement. L'élève qui ne semble pas suivre le groupe à d'autres endroits que la conscience phono puis à la lecture ou à l'écriture, ça peut être un indice pour quelqu'un qui va avoir de la difficulté à accéder au code. OK? On a toutefois des élèves qui nous arrivent en 7e, 8e année, des purs dyslexiques pour qui la langue orale, elle est impeccable. On sait que pour eux, c'est vraiment juste le code écrit. Ça se travaille différemment de quelqu'un pour qui on a peut-être des inquiétudes un peu différentes. Donc, il faut passer par l'oral d'abord parce qu'on ne pourra pas lire des mots correctement, même si on les a décodés correctement. Si je vous montrais le mot, mettons éventuellement, l'élève va voir le mot cœur, C-H-O-E-U-A-R, quand il est plus vieux, puis on va travailler les familles de mots à ce moment-là.
Hein, on ne demande pas à l'élève de nous produire des familles de mots, il est en train de les construire. Nous, on va l'aider à trouver des familles de mots. Puis on va lui dire que chœur, c'est dans la même famille que orchestre, puis chorale, puis que c'est un mot emprunté à une autre langue. Donc, il y a peu de mots dans lesquels le CH fait que, mais c'est peut-être des mots qu'il voit à l'école, s'il fait partie de la chorale. OK? Si on va à l'église, puis on est dans le chœur, tu sais, les enfants de chœur, par exemple. Mais généralement, le CH va faire che. Mais si on est capable d'isoler des morphèmes puis de rattacher de l'étymologie à ça, c'est bien. Mais si on n'a pas les compétences à l'oral, l'élève ne connaît pas le mot dans ce contexte-là, il n'a jamais entendu orchestre, ni chorale, ni chœur, il n'est jamais allé à l'église, c'est peut-être pas le moment de lui enseigner ce mot-là, puis peut-être qu'on peut comprendre pourquoi il a dit chœur au lieu de chœur. Donc, comprendre l'erreur, c'est plus important, même en lecture, que de dire j'ai rempli la grille, puis il y a 92 des mots qu'il dit correctement. Le 8 des mots qu'il a lus incorrectement, c'est plus important pour moi pour qu'on fasse l'analyse parce que c'est ça qui va informer la façon que moi je vais présenter les étapes subséquentes. C'est ça, là, de répondre à l'intervention. L'élève répond à l'intervention, mais moi, je dois répondre à ce que l'élève me donne comme production. Moi aussi, j'en ai une réponse à fournir. Ma réponse, c'est dans mon enseignement futur basé sur ce qu'il m'a donné comme production. OK? Donc, c'est tout simplement pour vous dire, interrogez-vous sur les paires de sons ou de lettres qui sont souvent confondus chez un élève. Okay? Plus il y a de la distance entre les deux, plus ça va être facile à travailler. Moins il y a de la distance, moins ça va être facile à travailler. Donc, en français, je vous l'ai dit tantôt, on a plein de morphèmes qu'on écrit mais qu'on n'entend pas. Puis ça, c'est parce que dans l'histoire des choses, là, avant, les seules personnes qui pouvaient écrire, c'était les scribes, c'était des moines. Quand on dit c'est un travail de moine, on veut dire c'est un travail minutieux, compliqué. Puis semble-t-il, la légende veut qu'ils étaient payés à la lettre. Donc, ils ont commencé à ajouter des lettres pour désigner différentes choses, différentes réalités, donc des lettres qui ne s'entendent pas. Donc, le mot « belle », je n'entends pas le « LE » dans la version féminine, mais le « la » me dit que c'est une fille, mais le « ami » ne me donne aucune information sur la forme féminine non plus, ni sur la forme plurielle. Ça se passe sur le déterminant. OK? Donc, c'est ça qui va informer où je vais avoir à mettre des S ou des E. Donc, c'est complexe. C'est pas vrai que c'est pas complexe. Je dirai jamais autrement. Si je vous demandais de me dire, là, je sais qu'on est en virtuel, c'est un petit peu plate pour moi, mais vous pouvez parler entre vous, là. Si je vous demandais, il y a combien de morphèmes dans le mot hélicoptère? OK? Donc, par syllabe, c'est hélicoptère. Donc, il y en a 4. Il y a H-E-L-I-C-O-P-T-E-R-E. Il y a 11 lettres, mais il y a E-L-I-K-O-P-T-R. Il y a 9 sons. Donc, le découpage, il n'est pas facile. Mais si je vous demandais combien de morphèmes, il y en a peut-être qui vont me dire, ben, il, ça peut peut-être dire, tu sais, ça renvoie à, je ne sais pas, l'affaire qui tourne. Le hic, ben, comme on voit le hic comme public, c'est peut-être un morphème, ça aussi. Opt, ben, opt, c'est comme, ça peut être relié à l'optométriste, tu sais, c'est visuel. Puis R, ben, c'est un mot en soi, mais c'est aussi rattaché à plusieurs autres mots. Donc, on pourrait imaginer que ce sont les morphèmes. D'autres vont dire, non, moi, je pense que c'est Eli. Puis cop, parce que ça aussi, on le voit souvent dans d'autres mots. Puis terre, on le voit souvent. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a juste 2 morphèmes. C'est hélico, puis ptère. Hélico, c'est spirale. Puis ptère, ça veut dire winged, ailé, donc qui peut voler. Donc là, armé de ce que vous venez d'apprendre, si vous le saviez, tant mieux. Moi, je viens de l'apprendre, ça fait quelques semaines. J'avais un autre exemple avec lequel je travaillais, mais j'aime bien celui-là. Donc, je l'ai adopté. Mais si je vous disais, OK, ptère maintenant, dans le mot ptérodactyle, est-ce que vous vous sentez plus en mesure de dire, ben peut-être que ptère, là, ça veut dire les ailes. Puis je sais que dactyle, ça veut dire quelque chose avec les doigts, parce que les vieilles personnes comme moi vont se souvenir qu'on dactylographie. Hein? Donc, on avait le typewriter, c'est dactylographier. Donc, ptérodactyle, ça veut dire, c'est le dinosaure qui pouvait voler, mais tu vois les doigts dans ses ailes. OK? Donc, c'est important pour déchiffrer des mots nouveaux
Puis c'est à ce moment-là, en 4e, 5e, 6e année, où on peut dire à l'élève, tu sais, le 3-cueing system là, qui est en train de subir un mauvais quart d'heure, c'est vrai que ce n'est pas utile quand on enseigne le code. Je ne veux pas que l'élève se fie à l'image. Je ne veux pas qu'il devine le sens par rapport au reste de la phrase. Puis qu'est-ce qu'il fait quand il y a une phrase où il y a 2 ou 3 mots qu'il ne comprend pas? Puis je ne veux pas non plus qu'il regarde la structure. Mais plus tard, vous et moi, quand on lit, on se fie au sens. Parce que quand on a un mot qu'on ne connaît pas, on regarde le reste de la phrase, on regarde même le paragraphe. Puis on dit, dans ce contexte-là, c'est probablement un mot dans lequel je reconnais des morphèmes qui font partie de ce thème-là. Puis vous le faites de manière assez automatisée et spontanée. Donc, d'où l'importance de travailler la morphologie, puis parfois l'étymologie. Bon, je ne suis pas en train de vous dire de faire une leçon d'histoire avec chaque mot pour lequel vous connaissez l'étymologie. Si l'élève l'a facilement, move on, c'est fini. OK? Mais si on a besoin d'évoquer, par exemple, l'étymologie pour expliquer à l'élève plus vieux, peut-être de niveau intermédiaire ou de niveau cycle moyen, que le CH dans machine, ça fait chat, puis ce CH-là, c'est que le mot machine, c'est français. En anglais, machine, c'est un emprunt au français. Il y a autant de mots que les anglophones empruntent au français que les francophones ont emprunté à l'anglais. Donc, ça, c'est le fun, on a un beau partage. Le SH qui fait chat dans shampoing, puis on s'entend qu'en français, c'est à peu près le seul mot dans lequel on utilise le SH. On a des noms comme Shelley, Shirley, des noms qui sont probablement de souche anglaise, bien sûr, mais ça fait aussi le son « ch ». Bien, on peut leur dire que ça, c'est parce que c'est un mot emprunté, justement, à l'anglais. Puis le CH, qui fait « que », c'est un mot qui a des racines grecques. OK? Bon, il est trop petit en maternelle pour qu'on lui dise ça. On ne fait même pas des digraphes en maternelle. Là, je fais du coq à l'âne. Mais si vous avez déjà assisté à écouter des spelling bees, tu sais, puis il y a des mots avec 36 lettres. Puis finalement, le gagnant, là, on dit « Wow, comme ça se peut-tu avoir pratiqué tous ces mots-là? » Il n'a pas pratiqué tous les mots. Il a étudié le code de la langue. Puis c'est pour ça qu'ils ont le droit à 8 types d'indices quand ils veulent, avant de donner leur version finalisée. Là. Ils peuvent demander une répétition du mot pour s'assurer d'avoir bien entendu tous les phonèmes. Ils peuvent demander si le mot se prononce autrement. Vase, vase. Okay? Ils peuvent demander une définition parce que le sens va les aider à choisir les bons graphèmes. Ils peuvent demander si c'est un mot qui est polysémique, qui a plus qu'une définition, plus qu'un sens. Ils peuvent demander la classe du mot, the parts of speech. C'est un verbe, c'est un adjectif, c'est un adverbe. Ils peuvent demander la langue d'origine parce que, comme vous venez de voir, ça leur donne vraiment un indice de la graphie. Ils peuvent demander au juge d'employer le mot dans une phrase pour du contexte. Donc, oui, on se sert de ça plus tard. OK? Puis, ils peuvent demander si le mot de base se trouve dans le dictionnaire, puis là, on va leur dire oui, le mot de base, c'est, puis ils vont leur donner. OK? C'est parce qu'ils ont compris que si on entend le son « que », puis c'est un mot d'origine grecque, probablement qu'on parle d'un CH et non d'un CC ou non d'un K ou d'un QU. Si l'origine du mot, c'est une origine française, et puis c'est le mot, mettons, une équerre, on va savoir que le QU, c'est ça qui fait le son « K ». Donc, on peut avoir recours à des indices étymologiques simples. Puis tu ne leur donnes pas toutes les 8 options. Là. Tu leur donnes need to know basis. Qu'est-ce qui va les aider le plus? OK? Vous devez, dans votre groupe classe, comme dans le mien, considérer les avantages du transfert linguistique, mais soutenir l'élève quand il va faire des formulations qui sont calquées sur sa langue dominante. Donc, l'anglophone, donc L1 anglais, l'anglophone avec le français comme seconde langue, qui cherche à dire the red sweater, pourrait dire le rouge chandail. Parce qu'en anglais, l'adjectif, c'est là qu'il va venir. Dans certains cas, il vient après, là, mais ça aussi, c'est une leçon pour une autre journée. OK? En français, le francophone va vouloir dire le chandail rouge en anglais, puis il va dire the sweater red. Donc, l'analyse de la production de l'élève te renseigne sur ce que tu dois enseigner. OK? Donc, pour ça, il faut que je revienne à la règle qui sous-tend quand est-ce qu'on utilise on place les adjectifs avant ou après. En français, c'est complexe aussi parce qu'on va dire la petite table rouge.
Mais tu sais, les adjectifs de dimension sont toujours avant le nom, puis les adjectifs de couleur sont toujours après. Puis je sais qu'en anglais, c'est stable aussi, mais ce n'est pas exactement les mêmes positions, ce qui expose l'élève à faire des erreurs comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, dans l'erreur, il y a une preuve d'apprentissage, puis vous avez une occasion à saisir pour soutenir l'élève. Donc, vous devez être opportuniste. OK? Trouvez les indices qui favorisent le transfert des connaissances. Par exemple, si l'élève a tendance à oublier qu'il y a un G dans le mot, ou le GT ou le G dans le mot doigt, je peux lui expliquer que ça fait partie de la même famille de mots que digital. Parce que là, ça respecte même l'ordre. Parce que digital, ça veut dire les doigts. Okay? Ça veut aussi dire numéro, mais il y a aussi des liens étymologiques à faire là-dessus. Mais on va aller avec celui qui est le plus transparent. OK? Pied fait partie de la même famille que pédestre, que pedestrian. Donc, dans nos salles de classe, dans les écoles de langue française, l'anglophone qui va avoir de la difficulté à se souvenir que pied, ça se termine avec ED, moi, je vais lui dire que ça fait partie de la même famille de mots que pedestrian. En français, je vais dire pédestre, mais le mot pédestre est beaucoup moins commun en français que pedestrian en anglais. OK? En français, on dirait comme piéton pour pedestrian, qui fait partie de la même famille, mais ça ne nous donne pas d'indice orthographique en français, comme le mot pédestre. Donc, je me sers de cet exemple-là parce que le ED qui fait « et » à la fin des mots en français, bien, il y en a à peu près deux. Il y a « pied », puis là, il y a des verbes comme « assieds », mais même dans mon environnement immédiat, on ne dit jamais « assieds-toi », même si c'est correct. Donc, les élèves vont être peu souvent appelés à l'écrire. Ça fait qu'on n'enseigne pas tout. On va enseigner ce qui est usuel pour eux. Puis moi, je me souviens là, que quand j'étais en 5e année, on faisait des verbes, puis notre enseignante nous parlait des verbes du passé, puis elle nous a expliqué que I bought, c'est, si ça se traduit par j'ai acheté, ça me rappelle que les lettres finales qui sont dans le même ordre que ce que je dis en français, c'est j'ai acheté. Donc, ça peut être un indice pour me rappeler que dans la formulation, dans d'autres mots, même si ce n'est pas bought, comme thought, ought, sought, je vais me souvenir que c'est j'ai acheté, puis je m'en souviens encore à ce jour. Donc, c'est un truc qui fonctionne toujours. Ça, vous pouvez le partager avec les élèves. Puisqu'on a découvert, on a fait des études là-dessus. On a évalué dans les 130 classes de première année en français. On a étudié autant les tâches que les manuels utilisés, que les enseignants, puis on fait des analyses là-dessus. Puis ils ont posé la question, qu'est-ce qui exerce la plus grande influence sur le succès de l'élève? Donc, qu'est-ce qui exerce la plus grande influence sur le succès de l'élève? Je vais le corriger aussi. C'est ça qui arrive quand je travaille tard le soir parce que j'avais 2 présentations aujourd'hui. Mais à culpa, est-ce que c'est l'enseignant qui est le plus grand facteur d'influence ou le manuel ou la progression ou le matériel qu'on utilise? Si vous aviez à deviner, il y en a qui vont dire, ah, ben si on utilise le même matériel, puis ça a été prouvé, puis ça va bien, c'est ça. C'est l'enseignant. Parce que la solution, ce n'est pas dans un manuel, c'est dans l'expertise des connaissances de l'enseignant. C'est vous. C'est vous qui devenez les experts de l'enseignement. Okay? Peut-être que vous vous sentez moins habileté à parler des caractéristiques de la langue, tout ça, parce que ça n'a pas fait partie de votre formation. Je vous assure, ça va faire partie des formations à l'avenir au niveau de la formation universitaire. À l'Université Laurentienne, on a déjà commencé à mettre des choses en place. Ça prend 1 an, là, parce que créer un nouveau cours, ça prend toujours 1 an. Il faut passer par les 14 comités, mais il va y avoir des cours qui vont se donner justement sur la science de la lecture, tant en français qu'en anglais. Donc, il s'agit de faire une mise à niveau, de vous rendre tous au même endroit. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà très avancés sur votre parcours. Il y en a d'autres qui débutent. Appuyez-vous les uns les autres. Et puis, there's nowhere to go but up. Il y a plein de connaissances qui vont vous être partagées, qui vont vous être utiles, à mon avis. Donc, dans les stratégies d'enseignement systématique et explicite qui sont efficaces en lecture et en écriture, on a, pour amener l'élève à se poser des questions. L'analyse par enquête, c'est lire le mot puis se poser des questions si on trouve qu'on ne l'a peut-être pas bien lu. Pour ça, ça prend une conscience des syllabes ouvertes qui se terminent par un son vocalique ou fermées par un son consonantique. Je ne parle pas des syllabes à l'écrit parce que le mot « grand » se termine par une consonne à l'écrit, mais il se termine par un son vocalique. Okay? C'est une syllabe ouverte. La façon dont ils vont prononcer les sons. C'est important de leur
leur enseigner exactement les différences. Le P, B, c'est la même chose, sauf pour la voix. Il faut enseigner le code graphophonémique pour la lecture et phonographémique pour l'écriture. Okay? Donc, aller de la lettre au son ou du son à la lettre. Il faut parler de morphologie. Il faut parler des bases du mot, des racines du mot, des préfixes, des suffixes, de ce que ça veut dire, le sens. Il faut retourner à l'étymologie. Il faut expliciter le vocabulaire et l'orthographe à partir des règles lexicales qui sont présentes dans les mots. Puis des fois, dans un mot, il y a plus qu'une règle lexicale. Puis dans une phrase, un mot avec plusieurs règles lexicales peut être conjugué de différentes façons. Donc, ajoute à ça des règles syntaxiques, c'est complexe. Donc, tout ça, ça doit être fait à certains moments donnés. Ça se chevauche. On commence du plus simple au plus complexe, mais ça prend des enseignants capables de le faire. Donc, l'enseignant, ce qu'il doit développer chez lui, c'est de l'enseignement par enquête, de savoir proposer une tâche au niveau de l'élève, d'être très conscient de sa propre pédagogie, d'avoir des connaissances linguistiques dont on a vraiment seulement fait le survol ce matin. Vous devez absolument être en mesure d'analyser l'erreur de l'élève, que ce soit à l'orthographe, que ce soit en lecture ou en écriture, OK? Ou qu'il se soit peut-être trompé de mot à l'oral, peut-être qu'il a utilisé un mot qui a plus qu'un sens. Vous devez savoir évaluer votre matériel didactique. On va en parler un tout petit peu dans la deuxième présentation quand on va se retrouver à parler des types de livres. Vous devez savoir offrir une rétroaction corrective efficace. Donc, comment est-ce que tu corriges pour que l'élève puisse effectivement se souvenir de ça puis intégrer ça plus tard, mais en préservant son estime de lui, puis en n'étant pas dans de l'hypercorrection. Il y a des moments pour corriger, puis il y a des moments où on laisse faire les choses. OK? Vous devez faire des choix didactiques. C'est correct de changer l'ordre d'une progression si vous savez pourquoi vous voulez le faire, mais il va falloir que vous souteniez l'élève parce que si vous sautez quelques étapes en rapprochant un élément, il n'a peut-être pas encore appris des éléments qui auraient été nécessaires si vous aviez conservé cette compétence-là un peu plus tard. Puis vous devez vous formuler des objectifs, puis des objectifs SMART qui mesurent seulement la réussite de l'élève. C'est un petit peu, je vais dire, c'est comme, c'est contraire à ce qu'on cherche. Moi, j'encourage les enseignants à développer des objectifs SMART qui mesurent leur enseignement. Donc, ça ne sert à rien de dire l'élève va pouvoir écrire 40 mots fréquents en première année si je n'ai pas analysé les mots, si je n'ai pas enseigné les règles qui vont là-dedans, puis si ils ne comprennent pas le code. Mais moi, je peux dire, parmi les 40 mots qui sont nécessaires à enseigner à la fin de tel niveau scolaire, je vais m'assurer d'enseigner ça, 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 ça et ça. Puis en mesurant la réussite de l'élève, si j'ai fait ça, je vais savoir si l'élève a compris ou pas. Mais la réussite de mon enseignement ne repose pas uniquement sur ce que l'élève me donne. Bien sûr, si 100% des élèves n'ont rien compris, c'est à partir de moi que je dois commencer. Donc, hey, in the nick of time, il reste 3 minutes. J'ai créé un groupe, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, puis en ce moment, il n'y a pas énormément d'activités, là, mais j'ai souvent des questions qui reviennent à la suite des ateliers que je donne. Et puis, j'ai créé un groupe dans lequel, si vous voulez aller vous inscrire, vous pouvez comme poser des questions. Puis là, il va y avoir moi, il va y avoir d'autres gens qui ont assisté à mes ateliers où on peut se partager des ressources, on peut peut-être trouver des solutions, on peut répondre à des questions ensemble. Donc, j'ai espoir qu'avant la fin de cette année, je fais tellement de présentations sur le même type de sujet qu'on va vraiment être il va y avoir une belle présence dans ce groupe-là si vous êtes sur Facebook. Bien sûr, si vous ne l'êtes pas, vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'envoyer des questions. Puis si je vois que les questions reviennent, mais moi, je vais aller afficher puis je vais être capable de vous fournir un peu de soutien parce que c'est très, très souvent, là, après les présentations, puis même le lendemain, puis le surlendemain, que les questions reviennent. Donc, quand vous allez avoir eu le temps de digérer ce que j'ai présenté, puis de faire le tour des diapos que vous allez avoir entre les mains, ça se peut que vous allez arriver dans votre salle de classe, vous allez vous dire, OK, là, je comprends mieux, puis je veux savoir comment je peux faire telle chose. On va pouvoir continuer la discussion à ce moment-là. Donc, je vous cède la parole si vous avez des questions, des commentaires, à part le fait que c'était beaucoup d'informations, c'était rapide. J'en étais consciente, on en avait discuté, mais je pense que c'est important de commencer à la base pour tout le monde, puis de mettre la table. Puis s'il y a des éléments qui ont été présentés pour lesquels vous sentez le besoin de faire des ateliers ponctuels sur ces éléments-là,
sais, je vous ai présenté une diapo sur genre la morphologie puis l'étymologie ou la sémantique puis l'étymologie. On pourrait en faire un cours d'une journée, là. On pourrait aussi en faire juste 1 heure, mais toutes les possibilités sont là en fonction de vos besoins. Donc, j'espère que c'est vraiment le début d'une conversation qui va déboucher sur plusieurs différentes questions qui vont vous permettre de placer l'élève au centre de la réussite, puis de vous donner le contrôle puis les connaissances dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise dans la matière que vous enseignez. Donc, merci. Merci. Oui, il y a un écho, mais je ne comprends pas pourquoi. OK. Je voulais vous remercier. Ça, c'était absolument fantastique. Je n'ai pas de mots pour décrire comment fantastique que c'était, sauf que wow. Puis, je pense que tout le monde dans la salle partage ce même sentiment-là, mais on est content qu'on a eu la chance d'enregistrer la présentation, puis tout le monde va avoir accès à ça aussi. Mais pour tous ceux et celles qui sont en ligne avec nous, ça termine notre présentation. Alors, vous êtes libre maintenant de partir, mais merci beaucoup d'avoir joindre à nous. Pour ceux qui sont dans la salle ici, on va prendre une pause pour 15 minutes. C'est 10h30, alors 10h45, on va retourner, puis Dr. Minor Corriveau va nous rejoindre encore pour discuter d'autres choses. D'accord? OK? Merci, Michel. Merci. Oui, ça peut être Michel. Hein? Docteur, c'est tellement insignifiant, c'est Michel. Puis, mais je vous apprécie, puis merci de l'intérêt que vous portez à ce thème pour lequel la réussite de l'élève en dépend. Donc, je vous trouve vraiment, ce que j'ai oublié de dire ce matin, je voulais ouvrir avec ça, je vous trouve choyé d'être dans un conseil qui a reconnu l'importance d'agir avant même que d'autres choses soient disponibles, parce que je vous assure que ça ne sera pas perdu, parce que peu importe ce qui va qui va être partagé par la suite, par le ministère, si ça suit la science de la lecture, ça va rejoindre ce dont on a discuté ce matin. OK, alors on prend une pause tout le monde, 15 minutes. Merci encore, on se voit dans 15 minutes.